Écoutez, je vous remercie de cette présentation trop indulgente. Après de tels propos, je ne peux que décevoir le public. Bon, je vais essayer de le faire le moins possible. Bien, comme il vient de vous être dit, nous n'allons pas parler de la maison paysanne dite traditionnelle, mais bien de celle qui prétend prendre la relève et être continuatrice. Et pour commencer cette causerie, si vous le voulez bien, je vais réveiller le souvenir d'une romancière qui est récemment disparue, qui est Dorothée Le Tessier, qui a eu son heure de gloire en 1981 en publiant un petit roman qui a eu une formidable fortune critique qui s'appelle Le Voyage à Paimpol. C'est ce que l'on aurait appelé dans l'entre-deux-guerres un roman prolétarien, puisque c'est une ouvrière d'usine qu'elle était à l'époque, qui raconte sa fugue, il n'y a pas d'autre mot, elle quitte son usine sur un coup de tête et elle va à la gare routière de Saint-Brieuc. Elle prend le premier autocar qui se présente et il part pour Paimpol. Elle ignorait probablement que le maire en était Max Kérien, l'ancien directeur de l'architecture de Malraux. Et elle dit ses découvertes au fur et à mesure que cet autocar s'enfonce dans la campagne. Et son premier étonnement, eh bien, elle le livre en ces termes. Elle dit sa stupéfaction de voir toutes ces maisons neuves sur leurs morceaux de gazon bien verts, toutes pareilles ou presque, blanches et lourdes sous leur toit d'ardoise, des pierres sombres autour des fenêtres, un seuil de granit. Et de fait, ces maisons, toutes pareilles ou presque, que l'on qualifie de néo-régionales, de néo-bretonnes en l'occurrence, et qui se réclament naïvement ou cyniquement, nous en parlerons, de l'antique demeure paysanne, sont véritablement innombrables en Bretagne, parce que la Bretagne, d'une part, est le pays de la maison. Vous savez que 72% du parc logement en Bretagne est fait de maisons individuelles, 17 points de plus que la moyenne nationale, donc le matériau, je dirais, ne manque pas. Et puis, parce que aussi, nous le verrons au fil de cette causerie, la maison a cristallisé un certain nombre de pulsions identitaires qui ont pu parcourir et quelquefois secouer la Bretagne. Alors cette maison, on va en faire la genèse, et même je remonterai un peu le temps, vous le verrez tout à l'heure. Eh bien, elle a pris son essor de façon très paradoxale à l'aube des années 1960, autrement dit au meilleur des Trente Glorieuses, et ce qui constitue évidemment un paradoxe. Cette tendance qui arbore donc ostensiblement les signes d'une société qui s'est évanouie à ce moment-là, la société paysanne pré-industrielle, eh bien, arrive et petit à petit s'impose alors que la modernité technique et scientifique est mise en avant et de façon ô combien spectaculaire, puisque vous savez que l'aube des années 60, c'est la métamorphose des campagnes, des grandes campagnes de remembrement qui défont, dévastent, disent beaucoup, les paysages ruraux, c'est le programme civil nucléaire, c'est la Caravelle qui s'envole pour la première fois en 1958, et la Bretagne n'est évidemment pas en reste, puisque le radome de Pleumeur-Baudou est inauguré en 1961, et certains s'en souviennent peut-être ici, c'est le 10 juillet 1962 que la première liaison par satellite avec l'Amérique s'est faite. Donc c'est dans une ambiance véritablement qui semble toute dévouée au progrès des sciences et des techniques que cette maison va s'insinuer, alors qu'en bonne logique, eh bien, dans le sillage de cette modernité, c'est la maison que Tati nous a présentée dans Mon oncle qui aurait dû véritablement faire rêver. Alors certes, vous le savez, dans le film de Tati, les extravagances de Monsieur Hulot étaient déjà utilisées pour moquer les travers d'une modernité factice et superficielle, peut-être, mais l'on pouvait quand même penser que la plupart, tout en riant de ces facéties de M. Hulot, étaient secrètement envieux d'une maison qu'il ne pouvait pas encore s'offrir. En réalité, il n'en était rien. Il n'en était rien. La maison qu'il rêvait de posséder, eh bien, était une sorte de déni de la modernité, était un appel au contraire à un renouement avec une société qui venait de s'effondrer. Et si nous avons tous accepté volontiers la modernité technique dans les objets domestique, eh bien l'architecture, elle, semble avoir été rétive. Et on peut se demander d'ailleurs si elle n'a pas fait contrepoids à un emballement technique qui, par ailleurs, s'est avéré plein de désenchantement. Et d'ailleurs, Georges Pompidou, dans un fameux discours radio-télévisé en 1973, disait son incompréhension que les Français puissent être moroses alors même, disait-il, je vais vous donner pour une fois 2 ou 3 chiffres. Depuis 1959, il y a en France 7,5 millions de voitures automobiles de plus, 12 millions de téléviseurs de plus, 12,5 millions de réfrigérateurs de plus, autrement dit, les Français devaient être heureux, et d'ajouter, il y a 10 ans, le salaire minimum était de 1,80 franc de l'heure, il est actuellement exactement de 4,75 francs.
De fait, ce dernier point était absolument exact, les autres aussi d'ailleurs, et c'est même cette augmentation du pouvoir d'achat spectaculaire et la généralisation de l'automobile qui ont permis à la maison individuelle d'être accessible au plus grand nombre, alors qu'antérieurement, elle était réservée à une clientèle privilégiée. Alors, dans ce contexte, nous l'avons dit... Ah, pardon, je vais trop vite, plus vite que la musique. Dans ce contexte, donc, le néo-régionalisme s'est installé progressivement. Et ce qui va nous amener à faire un petit détour, je vous le disais tout à l'heure, par le régionalisme, parce que si néo-régionalisme il y a, c'est que régionalisme il y eut. Je sais que vous avez eu plusieurs interventions à ce propos, dont celle de Toulier récemment. Je ne reprendrai évidemment pas, je ne marcherai pas sur ces brisées, je ne reprendrai pas ces propos, mais je vais insister sur deux sources néanmoins du régionalisme qui sont peu souvent évoquées et qui seront recyclées pour lorsque le phénomène néo-régionaliste va prendre une formidable ampleur, ce que nous verrons tout à l'heure. Alors un mot sur le régionalisme, inutile de lui chercher des origines. Le régionalisme est vieux comme l'architecture, et je sais que là aussi Jean-Philippe Garrick vous a instruit de la présence de l'architecture rurale dans les traités, mais vous savez peut-être que Serlio nous dit « Un architecte ne doit pas dédaigner de consulter ceux qui sont nés et ont vécu dans le pays, et il lui faut tenir compte de la diversité. » Mais en l'occurrence, la diversité qu'acceptait quand même recherchait Serlio était une diversité de l'air, des eaux, des terrains, autrement dit des éléments naturels qui devaient déboucher sur une connaissance objective de nature à influencer l'architecture de façon raisonnable. Il n'était évidemment pas question à ce moment-là de se préoccuper des habitants eux-mêmes de ces maisons anciennes et spécialement paysannes, encore moins de se préoccuper de leurs croyances, de leurs habitudes, de leurs désirs. L'indigène était tenu pour un être archaïque et dans une certaine mesure, sa maison valait mieux que lui, et on verra que cette idée a aussi parcouru le XXe siècle. Alors, il faudra attendre la conceptualisation du pittoresque au XVIIIe siècle en Angleterre pour voir les premières manifestations explicites de ce qui nous préoccupe ce soir. Un pittoresque, d'ailleurs, dont la dimension idéologique est souvent occultée aussi, ce n'est pas simplement une préoccupation hédoniste, c'était l'idéologie, l'idéal Whig, qui entendait démontrer qu'une décentralisation absolue dans le cadre d'un libéralisme permettait de mettre mieux en valeur l'Angleterre, et l'esthétique des paysages était la preuve, pourrait-on dire, du bien fondé de cette politique. Mais toujours est-il que des traités ont rapidement été rédigés pour expliquer ce que devait être non seulement le jardin anglais, mais les fabriques qui viendraient s'y installer, et parmi ces fabriques, des fermes. Alors la ferme ornée, très rapidement, a été proposée par les jardinistes, comme on dit quelquefois aujourd'hui, mais il y a un traité tout à fait important, c'est celui de Thomas Whately, qui est publié en 1770, et Whately traite, après la ferme ornée, de ce qu'il appelle la ferme simple. Et il nous dit qu'il convient, pour la réaliser, de s'inspirer des bâtiments qui se présentent fréquemment dans le pays. Et c'est la première fois, effectivement, que l'on s'extrait d'un ruralisme générique, qui a été celui, par exemple, qui a présidé à la réalisation à Versailles du hameau de la Reine, à Trianon. Inutile de chercher là des particularités locales. Eh bien, ici, en Angleterre, la particularité locale est un élément de pittoresque qui mérite d'être pris en compte. Donc on s'éloignait de ce réalisme générique et on ouvrait l'architecture à un nouveau champ de préoccupation, celui de la longue durée sédimentée dans la maison du paysan, interprète sincère et consciencieux des exigences de son environnement. Bon, l'architecture du domestic revival, qui va faire florès dans l'Angleterre de la deuxième moitié du XIXe siècle, sera évidemment héritière de cette démarche pittoresque et sera aussi un trait d'union vers le régionalisme et les néo-régionalismes qui nous intéressent ce soir. Deuxième voie rarement mise en évidence, au XIXe siècle, le réveil des nationalités va aussi conduire à une préoccupation renouvelée pour l'architecture, et spécialement pour les architectures paysannes. Le paysan, qui jusque-là était considéré comme un être simple, collectivement intéressant, mais individuellement, ma foi, trop pauvre à tous les sens du mot pour être digne d'intérêt, brusquement, dans le cadre de ces réveils nationaux, le paysan va être considéré comme une sorte de
de conservatoire de ce qui a fait la particularité de ces nations qui veulent recouvrer leur autonomie, voire leur indépendance, ou la trouver lorsqu'elles ne l'ont jamais connue. Et là, le chemin consistera, et la phrase est postérieure, elle est de Béla Bartók, le musicien, à aller à la source pure, à aller vers la société paysanne pour mieux la connaître. Et là, dans toute l'Europe, le chemin suivi sera toujours le même. On va d'abord s'intéresser à la tradition orale et à la langue. Vous connaissez peut-être le Kalevala, qu'Elias Lönnrot publie en 1835 en Finlande, recueil des chants des paysans finlandais, suivi, la Bretagne est seconde en l'occurrence, elle sera première dans mes préoccupations tout à l'heure, vous le verrez, le Barðasbreið, publié en 1839, qui, on me dit que je parle trop vite, mais c'est de mes défauts principaux, que vous connaissez peut-être sans le savoir, car un certain nombre de chanteurs aujourd'hui reprennent volontiers des chants du Barðasbreið, Alan Stivell bien sûr, et Nolwenn Leroy plus récemment. Mais c'est effectivement au milieu du XIXe siècle donc que l'on va vers les paysans, que l'on s'intéresse à ce qu'ils chantent, aux contes qu'ils racontent et à la langue qu'ils utilisent. Et c'est aussi le moment où les grammairiens, les lexicographes, élèvent les langues populaires au haut niveau de langues classiques. Mais très rapidement, on va s'intéresser aux architectures rurales, considérées comme des arts appliqués. Le peuple et la paysannerie notamment, trop pauvres, trop écrasés par les contingences, ne se sont évidemment pas livrés aux beaux-arts, mais on découvre à ce moment-là qu'au travers du costume, au travers du meuble, au travers de leur maison aussi, au travers donc des arts appliqués, ils ont produit des œuvres admirables. Et on voit un certain nombre d'architectes se faire ethnographes et ethnologues. Par exemple, Dušan Jurković, qui était un Slovaque, qui va être le premier véritablement à parcourir les campagnes slovaques et aussi les contreforts des Tatras pour dessiner les costumes, pour dessiner les meubles et aussi pour faire les premiers relevés d'architecture paysanne. Mais le propos est bien de montrer que cet héritage est toujours fécond. Il ne s'agit pas de faire un travail, d'archéologue et de s'arrêter là. Il faut montrer qu'à partir, en recueillant cet héritage, on peut le faire fructifier, qu'on peut repartir, pourrait-on dire, et affirmer des valeurs nationales. Voilà par exemple une maison faite par Jurković en recyclant ce qu'il a vu et compris des campagnes. J'ai parlé de Jurković parce que c'est un de ceux qui est le mieux connu, mais on pourrait parler de Károly Kős en Hongrie et en Transylvanie. La Transylvanie était hongroise à l'époque, bien sûr, qui a fait un travail tout à fait comparable. Alors ce mouvement a traversé toute l'Europe, mais curieusement, il a été négligé dans l'historiographie architecturale, même si on le redécouvre depuis une quinzaine d'années, et même aujourd'hui encore, on le classe souvent dans une vague rubrique des romantismes nationaux, et on ne s'intéresse pas souvent à l'articulation avec la connaissance objective des architectures populaires et cette création architecturale. Alors, ceux qui s'intéressent aux choses de l'architecture parmi vous savent que dans le Walhalla de l'architecture, il y a quand même un certain nombre d'architectes. On a parlé tout à l'heure de Jurković, on peut parler de Mackintosh en Écosse, qui a adhéré à des mouvements nationalistes écossais d'ailleurs et a travaillé chez des architectes qui avaient fait des relevés d'architecture populaire. On peut parler bien sûr en Finlande de Geselius, Lindgren et Saarinen, qui sont encore des héros nationaux pratiquement en Finlande. En Hongrie, je vous ai parlé de Kős tout à l'heure, voilà la maison qu'il se construit à cette époque-là. Et on pourrait continuer à parcourir l'Europe et on ferait des découvertes quelquefois assez étonnantes. Par exemple, cette petite maison à la Chaux-de-Fonds, qui est une œuvre de jeunesse de Le Corbusier, car Le Corbusier a suivi ce chemin-là également et n'a jamais d'ailleurs rejeté cette période de sa jeunesse comme, je dirais, un égarement avant de s'élever à la raison. Bien au contraire, dans l'art décoratif d'aujourd'hui, il dit « Nous ambitionnions de donner un style à notre pays, un poème à notre pays ». Il s'est inscrit lui aussi dans ce domaine, et quand il dit notre pays, c'est le Jura suisse. Ce n'est pas la fédération. Lorsque, après la guerre des cantons, on en vient au fédéralisme suisse, on décide qu'il faut quand même un certain nombre d'emblèmes pour montrer, par-delà la pulvérisation cantonale, qu'il y a une unité nationale, et on invente le chalet. Le chalet qui vaut pour toute la Suisse. Ce n'est pas dans cette ligne que se situe alors Le Corbusier. Voilà d'ailleurs le premier chalet qui aujourd'hui est pieusement conservé le premier chalet d'architecte avec cette ambition que j'évoque, qui est gardé dans un ethnomusée de plein air qui date de 1872.
Bien, donc, on découvre ces sociétés paysannes, on utilise cet héritage pour définir une nouvelle architecture, on entend en faire la démonstration que l'on est porteur d'une particularité et que cette particularité légitime la revendication d'une autonomie ou d'une indépendance, et cette connaissance des architectures rurales, de façon étonnante, va même gagner la ville. On va voir, notamment dans les pays baltes, mais aussi en Hongrie, nous sommes ici à Kecskemét, on va voir des détails relevés dans l'architecture paysanne s'installer dans des immeubles de ville, ce qui va consterner Adolf Loos, puisqu'en 1914, il dit « Au lieu de répandre à la campagne les dernières conquêtes de notre vie, les tenants de l'art régional essaient de transposer en ville le type de construction rurale », ce qui lui paraît évidemment absurde. Alors, est-ce que ces démarches, ma foi, restent cantonnées dans ces contrées d'Europe centrale ou d'Europe nordique? Eh bien non, elles connaissent une divulgation très très large, grâce notamment aux revues. Voilà par exemple une planche de la revue The Studio, qui est la grande revue de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, qui nous présente l'intérieur d'une auberge faite par Duszan Jurkowicz à la frontière polonaise, en Moravie, lesquels bâtiments d'ailleurs ont été restaurés récemment et sont parmi les plus belles pièces du florilège des architectures régionales qui ont pu être faites à cette époque-là. Donc on voit qu'il y a une connaissance élargie qui se fait de ces mouvements et que très rapidement ces architectures vont échapper aux idéologies qui les ont fait naître et elles vont être utilisées à des fins hédonistes par des voyageurs, des villégiateurs qui dans des régions moins lointaines où ils passent leurs vacances se disent que ce serait tout à fait pertinent aussi d'installer des architectures évocatrices du pays plutôt que des bâtiments hétéroclites. Alors parmi les premiers réalisés en France, on a dû, je pense que Toulier vous l'a montré, non ? C'est la maison d'Edmond Rostand, à Arnaga, qu'il fait à Combault-les-Bains. Si on vient en Bretagne, on voit ici la maison qui est faite par Pierre Lavallée à Morgat. Pierre Lavallée était le bibliothécaire de l'École des Beaux-Arts à Paris, ou la maison que le peintre Jules Chéret se fait à l'Arc-Ouest. Au passage, vous notez que ces commanditaires, comme leurs architectes d'ailleurs, ne sont ni basques dans un cas, ni bretons dans l'autre. Ce sont des gens de l'extérieur qui découvrent le pittoresque qu'il y a dans les campagnes des pays où ils viennent en villégiateur et qui entendent leur donner une prolongation. Donc les idéologies ont fait naître des mouvements et des architectures, mais dans un deuxième temps, ces architectures deviennent libres, pourrait-on dire, pour être utilisées à d'autres fins. Alors d'abord hédoniste, ce régionalisme, néanmoins, en France, va se gagner des lettres de noblesse, pourrait-on dire, et en pleine guerre de 14. En 1917, lorsqu'il commence à y avoir des avancées significatives des troupes françaises, on commence à parler de reconstruction pour donner confiance aussi aux populations, et on décide de lancer un grand concours national sur l'esprit des reconstructions à venir. On donne des permissions spéciales aux architectes qui sont au front, tous vont participer, près de 2000 architectes vont concourir, et on leur remet de surcroît un certain nombre de relevés d'architecture qui ont pu être faits par des architectes que l'on a envoyés en mission à cette fin. Et tous ces architectes, et cela ne présume pas forcément de la carrière qui sera la leur plus tard, tous ces architectes vont produire des architectures régionalistes dans un esprit patriotique. L'idée est de montrer à l'ennemi que ces destructions auront été vaines, que l'on renaîtra dans les mêmes formes et avec les mêmes intentions que celles qui nous animaient avant la guerre. Mais il n'empêche, il va y avoir à ce moment-là une formidable propagande autour de ce régionalisme, d'une part parce qu'on veut faire patienter en attendant la reconstruction à partir de 1918, mais aussi parce que, alors que la guerre de 14 nous a donné l'union sacrée et que l'on pense que la France s'est vraiment réconciliée avec elle-même et qu'elle a trouvé véritablement toute son unité, on voit naître dans de nombreuses régions françaises des mouvements autonomistes, voire séparatistes, et l'idée consiste déjà, je dis déjà parce qu'on verra que cette idée va revenir périodiquement, consiste à dire que peut-être l'on pourrait tuer les ferments de ces autonomismes en s'en prenant frontalement à ce qui est structurel, les langues minoritaires par exemple, et que, en revanche, on pourrait concéder ce qui est de l'ordre du décor, ce qui est bien innocent, et on va chanter les louanges de ces architectures régionales au plus haut niveau de l'État. Il va y avoir des expositions, des publications, des conférences de fêtes, et on va inventer un concept qui va trouver son nom plus tard, en 1937, qui est
le bouquet de France, l'idée que la France est pleine de différences, mais qu'aucune de ces différences n'a d'intérêt réel lorsqu'elle est seule, que c'est la réunion de ces différences qui fait cette France admirable, dont on dit même à l'époque qu'elle est prédestinée. Hein. Bien. Alors, le relais sera pris par un ouvrage fameux que la plupart des architectes auront, Murs et toits pour les pays de chez nous, fait par Charles Le Trône, un architecte important qui a fait dans le quartier de l'Opéra les sièges des banques, des compagnies d'assurance, qui a travaillé dans de nombreuses villes d'eau également, mais qui était un passionné d'architecture régionale. Et ce livre, en 3 volumes, il y en avait 4 de prévus, est très étonnant parce qu'il est à 2 colonnes, hein, colonne de programme et colonne des régions. Vous êtes architecte, vous êtes à Paris, vous ne connaissez pas bien la France, vous avez une gendarmerie à faire en Lorraine, vous prenez gendarmerie, Lorraine, vous avez un modèle. Vous avez une école à faire en Bretagne, vous prenez école, Bretagne. Vous pouvez croiser en permanence donc les programmes et les régions, sauf pour les aérogares, où là, le trône dit qu'il n'arrive pas à trouver de programme qui pourrait permettre de régionaliser cet équipement. Hein. Et donc voilà, par exemple, une école dans la Bretagne rurale, car pour la Bretagne, il dissocie bien la Bretagne rurale de la Bretagne littorale. Mais donc, le régionalisme, là, va trouver véritablement sa Bible, pourrait-on dire. Alors, quelle est la réception de ce régionalisme naissant? Alors, on va voir qu'il faudrait parler de réception au pluriel. Dans les sociétés régionalistes, qui sont nées à la fin du XIXe siècle, c'est la première société régionaliste en France, c'est l'Union régionaliste bretonne, créée en 1893, et puis il s'en crée énormément en France, puis se crée la Fédération régionaliste française. Dans ce monde qui est souvent conservateur, des aristocrates, des bourgeois nantis, eh bien, on va soutenir cette démarche. Je vais vous donner lecture d'un texte de Georges Avril, publié dans l'Éclaireur de Nice, qui montre bien quelle est la tonalité de ce côté-là. Georges Avril dit « Le public indigène et l'étranger sont également appelés à bénéficier d'une renaissance de l'architecture régionale. Pour ces hôtes temporaires, la maison régionale complète heureusement la sensation de dépaysement. Pour ces hôtes permanents, elle renforce la sensation de stabilité, elle fait vivre ses habitants en plus étroite communion avec les choses et les êtres qui les entourent et fortifie ainsi leur originalité. » Ça, c'est le discours régionaliste. Les indigènes dont on vient de parler, quel est leur point de vue? Les indigènes restent absolument indifférents. 2 preuves, une en Bretagne, une au Pays Basque. Lionel Euzet, un architecte du régionalisme, qui s'est même essayé à un corps de doctrine, donne une conférence à Morlaix, dont la presse rencontre, et il dit « Oui, messieurs, vous ne vous faites pas une idée de ce qu'il est difficile de décider un breton à accepter une construction d'architecture bretonne. Au contraire, un étranger la demande avant qu'on lui parle. » Et Benjamin Gomez, qui est un des grands architectes du régionalisme basque, la même année, dans une conférence à Biarritz, se dit « Si les étrangers nous demandent presque toujours de faire du basque, les Basques, eux, préfèrent autre chose. » Bon, on peut très bien le comprendre. Hein. Pour une société qui vient de s'extraire du monde paysan qui était douloureux dans son dernier âge, y retourner immédiatement, ne serait-ce que sur le ton métaphorique, n'apparaît pas comme une préoccupation majeure. Alors dépité, Lionel Euzet, l'architecte dont on voit la couverture de l'essai sur la renaissance de l'architecture régionale en Bretagne, eh bien, avait une idée sur ce qu'il fallait faire. Eh bien, il disait qu'il fallait ramener les récalcitrants à la raison en maniant le blâme et la louange comme le faisaient les missionnaires portant la bonne parole chez les infidèles. Le régionalisme devient une croisade. Hein, bon. Et puis, il y a une autre catégorie qui se prononce, ce sont les autonomistes, et eux, ils refusent catégoriquement ce régionalisme. Ils y voient effectivement quelque chose de tout à fait pervers, et je vais vous donner l'exemple, par exemple, des jeunes nationalistes bretons. Il est intéressant parce que ce mouvement est né essentiellement dans les milieux intellectuels et artistiques, et les 2 principaux leaders de ce mouvement étaient architectes, Olivier Mordrel et Maurice Marchal. De Maurice Marchal, presque tous, vous connaissez une œuvre qui flotte sur le fronton de toutes nos mairies. C'est lui qui a dessiné le drapeau breton, le Gwenadu, qui, en 1925, qui était un drapeau séditieux, d'ailleurs, jusqu'aux années 50. Hein. Donc, le journal qu'il crée, Braïsata ou Bretagne toujours, eh bien, va parler beaucoup d'architecture. Et il dénonce cette architecture régionaliste, pour plusieurs raisons. La première, ils disent, elle est absurde, cette démarche. Il dénonce la sanglante ironie qui consiste à baptiser art breton une production étrangère à la Bretagne, puisqu'elle s'inspire de quelque chose que le breton authentique ne voit pas, son propre pittoresque et son exotisme. Première raison.
Deuxième raison, il dénonce le cynisme qui accompagne la promotion du régionalisme. Et on cite volontiers un texte de Léandre Vaillat, qui était un chroniqueur et un journaliste de talent, d'ailleurs écrivain aussi, qui commence à écrire dans les années 1900, qui écrira pendant tout l'entre-deux-guerres, notamment dans l'Illustration, dans Le Temps, et il va publier un texte 3 fois, ce qui montre que ce texte lui tenait à cœur, et la première fois en 1913, dans un article dans Art et Décoration consacré à la maison bretonne. Et que dit-il? La maison en Bretagne, pardon. Il dit: s'il n'est pas nécessaire, quand on construit une maison en Bretagne, d'imiter jusqu'aux moindres errements, d'étaler du fumier devant sa porte, de coucher dans la même pièce, de vivre sur le sol battu, de se servir de fourchette que périodiquement, de manger uniquement de la bouillie, de laisser envahir la cuisine par les poules, d'avoir des lits superposés, il est possible en revanche de s'inspirer des anciennes maisons rurales qui d'instinct se soumettent à des nécessités physiques qui n'ont pas changé depuis l'époque de Guerland et de Saint-Yves. Donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'on considérait que la maison valait mieux que le paysan. Eh bien, c'était bien le point de vue de Léandre Vaillat, et il le professera jusqu'aux années 1930. Et puis, pour revenir à nos autonomistes qui dénoncent le régionalisme, ils disent « le régionalisme, c'est un centralisme ». C'est une volonté du pouvoir national, et ils en veulent 2 preuves. La première, et voilà une maison que vous voyez assez régulièrement à la télévision depuis quelque temps, c'est la maison de M. Eugène Schuller, qui est le père de Liliane Bettencourt, qui était le financier de l'extrême droite française et probablement de la cagoule, nationaliste français, et il se fait en Bretagne une maison régionaliste. Donc en Bretagne, les autonomistes disent « vous voyez, les nationalistes français font du régionalisme, ce n'est pas la Bretagne qu'ils entendent servir, c'est une certaine idée de la France ». Et ils en trouvent une deuxième preuve dans ce concours d'architecture régionale que lance le journal Art National, qui était l'architecte de l'Association des architectes anciens combattants, ardent nationaliste français également. Donc vous voyez des réceptions extrêmement diverses, favorables dans certains milieux, très défavorables dans d'autres, et indifférence, encore une fois, chez le commun des mortels. Donc, outil du centralisme, disais-je, avec cette promotion du régionalisme qui s'accompagne d'une volonté acharnée de détruire les langues minoritaires. C'est un problème qui est toujours d'actualité aussi, vous le savez, puisque sur avis du Conseil d'État, le gouvernement qui avait promis de ratifier la charte des langues minoritaires vient d'y renoncer. La France et la Turquie sont les 2 seuls pays d'Europe à ne pas l'avoir signé, je vous le signale, et le Conseil d'État dit que reconnaître les langues régionales serait, donc un avis qui a été donné il y a quelques semaines, une atteinte au principe d'unité du peuple français. Donc vous voyez, cette idée demeure qu'il y a des éléments qui nuiraient à l'unité nationale et d'autres qui sont superficiels et qui, elles, peuvent au contraire être préconisés, et l'immersion, l'architecture en serait. Alors, on touche là à ce que Lévi-Strauss a appelé le faux évolutionnisme, et il en donne une définition. Il disait « c'est la tentative pour supprimer la diversité des cultures tout en feignant de la reconnaître pleinement ». Il est indéniable qu'un certain régionalisme s'est inscrit dans cette intention. Alors, dans cet entre-deux-guerres où nous sommes maintenant, il y a un épisode peu connu, parce qu'il a été extrêmement bref, qui n'aura tenu pratiquement le haut du pavé que pendant 2-3 ans, avec l'euphorie de l'exposition de 1925, d'une part, et aussi avec l'embellie économique de 1926, il y a un certain nombre de sociétés, d'entreprises du bâtiment, qui se sont dit, mais ce régionalisme qui est en train de naître, ça pourrait être notre fonds de commerce. Et on va voir les premières sociétés, appuyées quelquefois par des éditeurs, proposer des maisons qui porteraient des caractéristiques régionales. Voici Charles Massin, une maison d'édition qui existe toujours, qui sort des ouvrages, et voilà les premières expositions de maisons régionalisées qui sont faites par des entreprises. Alors ces sociétés, elles sont généralement nationales et elles ont des représentations locales. L'entreprise Netter sera la plus connue peut-être, et d'autres au contraire sont locales comme Chalet et Maison de Bretagne qui étaient installées à Brest. Donc déjà, l'idée d'une commercialisation sur des bases régionales d'une maison qui serait proposée sur catalogue s'installe, mais encore une fois, c'est un très bref moment d'embellie, et immédiatement c'est la grande crise qui arrive, et ce projet est remisé. Mais on verra qu'il sera ressuscité un peu plus tard. Alors en revanche, la propagande publique ne va pas se démentir, et un des fameux exemples, c'est le village régional de l'exposition de 1937, où on reprend
cette notion de bouquet de France, et c'est d'ailleurs à son propos que Léandre Vaillat, qui a été l'un des commissaires du village, va publier ces 2 ouvrages portant ce titre. L'idée est de réunir toutes les régions dans un village, chacune s'exprimant dans son architecture régionale, et l'ensemble étant harmonieux, ce qui à nouveau démontrerait que la France est cimentée par-delà ces différences par des fonctions et des idéaux supérieurs. Donc, ce village régional qui va quand même donner lieu, là encore, à des incartades. Le pavillon de la Bretagne est financé par les conseils généraux et les régions économiques de Bretagne, et ils souhaitaient, ces financiers et organisateurs, y installer une salle de classe dévolue à l'enseignement du breton. Interdiction des organisateurs, et là, les conseils généraux décrètent qu'ils vont louer le terrain, mais qu'ils ne construiront pas le bâtiment, et que le monde entier verra quel sort on fait à la culture bretonne. À moyen terme sera trouvé, il y aura ce qu'on appelait le totem celtique devant le pavillon, une sculpture qui portait en ronde bosse une phrase « Netranaden nevimp Uzum Kerzut Vardu Arpal ». Je ne suis pas sûr que tout le monde parle breton dans cette salle, ce qui veut dire « rien ni personne ne nous empêchera d'atteindre notre but ». Alors la crise, je l'ai dit, est venue mettre un terme à l'idée d'un branchement commercial sur ces principes qui ont des fondements idéologiques, et on va voir même un certain nombre de personnes tournées kazakh. Nos autonomistes bretons qui étaient modernistes à tout crin vont mettre cette fois sous l'éteignoir. Olivier Mordrel dira en 1932 « Le progrès a eu raison jusqu'en 1929. En 1932, le progrès avoue s'être trompé ». Et Paul, on verra les maisons régionales petit à petit ne plus avoir d'ennemis et s'imposer tranquillement, pourrait-on dire, mais pour une clientèle restreinte. Et on verra même des choses assez étonnantes. Cette maison, par exemple, est de Paul Abraham. Vous avez eu une grande exposition à Beaubourg il y a 3 ans sur Paul Abraham, où on ne vous a présenté que ses projets modernistes. Paul Abraham, comme beaucoup d'autres, dans les années 30, aura une période régionaliste. Donc la crise semble jouer pour le régionalisme, et on pense qu'au contraire, elle va montrer que la modernité est futile et qu'elle peut être remisée, que c'était une sorte d'épisode flamboyant, mais ma foi, il convient de tourner la page. Alors, nous sommes à la veille de la guerre. La guerre, souvent, est assez mal comprise, d'ailleurs, lorsque l'on met le vichisme en relation avec le régionalisme. L'idée générale est que le régime de Vichy a soutenu bec et ongle le régionalisme, ce qui est faux, même s'il y a eu, je vais en citer quelques-uns, des moments et des épisodes où on a pu le penser. Mais en réalité, vous le savez bien, la reconstruction des villes françaises a été confiée à des architectes en 1942 et 1943 pour la plupart, par le gouvernement de Vichy donc, et des architectes qui n'étaient nullement d'obédience régionaliste. Mais il y a eu la célébration des campagnes, de la terre, les fêtes de la paysannerie, et tout ça a laissé à créer l'ambiguïté. Et puis certains ont pensé aussi que le moment imposait si l'on voulait mener ces entreprises à terme, qu'il fallait donner des gages au régime. Et je pense notamment à Georges-Henri Rivière, qui va lancer les grands chantiers, le seul grand chantier véritablement de connaissances scientifiques de la maison paysanne. Et il va le lancer pendant la guerre, dans les chantiers intellectuels de jeunesse. Il se pense obligé, ça lui sera vertement reproché à la Libération, d'accompagner cela d'un discours maréchaliste, puisqu'il dit « Une France nouvelle veut retrouver sa route à la lumière des traditions, sauver la santé physique et morale de ses enfants par une politique de la maison. La tâche des architectes est du même coup nettement définie. La France doit s'ancrer dans le sol et s'appuyer sur la race. » Bon. Et vous savez que dans toutes les régions, on a relevé des maisons paysannes. Voilà Georges-Henri Rivière en Bretagne, dans le Morbihan, là. On va relever des maisons de façon extrêmement précise, y compris les maisons les plus modestes, alors qu'antérieurement, on était enclin à regarder du côté du manoir ou de la belle maison. Il y aura des relevés extrêmement précieux qui ont tous été publiés par le Musée des Arts et Traditions Populaires dans les années 80. Mais il n'empêche, après-guerre, de tels propos vont être utilisés par les modernes pour reprendre la première place sur le devant de la scène et pour discréditer le régionalisme qui aurait été donc l'apanage de Vichy et qui serait discrédité comme le régime pouvait l'être. André Boll sera le premier à ouvrir le feu, pourrait-on dire, c'était un ami de Le Corbusier, enfin ça ne l'était plus, ils se sont fâchés à ce moment-là à peu près, il avait été un ami de Le Corbusier, dans L'Art et la Machine en 1945, il ouvre le livre par un chapitre sur les folkloreux.
pour dénoncer effectivement ce qu'avait donné dans ce genre. Et c'est Michel Ragon, que vous voyez ici avec Malraux, qui lui va porter le fer. Il écrit en 1958 le premier livre consacré à un bilan de l'architecture moderne, qui s'appelle d'ailleurs le livre de l'architecture moderne, et il écrit « L'architecture régionaliste a pour cause l'ignorance, le manque de culture, le repli sur soi. Les réactions régionalistes contre l'architecture moderne sont souvent d'ailleurs le résultat d'un racisme borné. » Bon. Et à partir de là, il y a un véritable révisionnisme qui va se mettre en place. L'architecture régionaliste, on ne va plus la dénigrer, on va l'oublier, on va, comme dans la meilleure période stalinienne, l'effacer des photos. Prenez les ouvrages qui vont être publiés après ce livre de Ragon, plus un édifice régionaliste. Et l'un de ces historiens viendra à récipiscence, c'est Leonardo Benevolo, en 1978, quand on réédite l'histoire de l'architecture qu'il a publiée en 1960, il dit « La première édition de l'histoire de l'architecture moderne devait servir à réaffirmer la ligne maîtresse du mouvement moderne contre les élucubrations, les révisions, les nostalgies des expériences antérieures ou collatérales. » Donc il y a bien une volonté de gommer tout ce pan de l'histoire de l'architecture. Et je dirais que cela va fonctionner. Dans les écoles d'architecture, on ne parlera plus jamais de régionalisme. Mais il y a un découplage étonnant qui va se produire. Au moment où les architectes enterrent le régionalisme, eh bien, la population qui avait été rétive dans un premier temps, dans l'entre-deux-guerres, va au contraire s'éveiller à un intérêt pour cette architecture. Et en tout cas, les notables provinciaux seront les premiers clients des derniers architectes régionalistes, ceux qui avaient fait carrière déjà avant-guerre et qui vont continuer, mais en silence, ils ne vont plus proclamer leurs idéaux, à produire des architectures régionales. Et on voit ces maisons des années 1950 qui vont donner un prolongement au régionalisme de l'entre-deux-guerres, mais aussi faire trait d'union avec le néo-régionalisme sur lequel nous allons nous appesantir. Le plus connu de ces architectes, c'est peut-être Loïc Poumeau de la Forest. Et pour vous donner la tonalité, la presse régionale, qui elle fait bon accueil à cette architecture, eh bien, lui donne la parole et il détourne le micro ou la plume et il dit « Je ne crois pas à l'architecture écrite, je fais des maisons et que dans l'ensemble se dégage un certain style, c'est possible. J'utilise les matériaux du pays et je les adapte au paysage et au terrain, c'est tout. » Donc on va voir un régionalisme silencieux survivre en dehors des revues, dans une sorte d'autre monde, mais un autre monde qui va avoir ses adeptes, loin des revues spécialisées. Je parlais de la presse régionale qui va soutenir ces maisons. Voilà Bloembrück, Fleur de Bruyère en breton, qui, voyez, en couverture, nous montre une Tinevez et Portsmouth, une Tinevez et Plougernay, enfin, une nouvelle maison à Portmanec, une nouvelle maison à Plouguerneau. Cette architecture, elle trouve maintenant l'adhésion des populations, entre guillemets, ordinaires, classe moyenne plus, comme on dit aujourd'hui dans nos statistiques. Bien. Et le moment est important. Le moment est important. Pourquoi ? Parce que, eh bien, l'aspiration à la maison se dessine de façon formidable. Le premier sondage fait selon des règles qui sont celles qu'on utilise toujours aujourd'hui, au propos des souhaits et des préférences des Français en matière de logement, est fait par l'INED en 1947. Et là, 72% des Français déclarent que s'ils en avaient la possibilité, ils habiteraient une maison individuelle. Et à ce moment-là, les architectes, au contraire, regardent ailleurs. La maison ne les intéresse pas, le grand collectif qui se profile leur apparaît comme l'avenir à la fois de l'architecture, de l'urbanisme et aussi de leur carrière, et cette maison qui est l'objet d'un désir encore latent, eh bien, leur paraît tout à fait futile. Ils ne la regardent pas. Et ils ont bien tort parce que le pouvoir d'achat est en train de monter de façon formidable, et cette maison dont on rêve en 1950, on va pouvoir la construire en 1960. Je vous redonne quelques chiffres que vous connaissez, mais dans ces temps de tassement pour utiliser une litote du pouvoir d'achat, entre 56 et 64, la hausse du salaire réel moyen des cadres était de 39,5%, des employés de 32%, des ouvriers qualifiés de 25,5%. Bon. Et donc, dans ce cadre-là, la maison va devenir un secteur économique potentiel que les architectes, je vous le disais, vont snobber, mais qu'un certain nombre de sociétés, celles des années 30 lorsqu'elles existent encore, de nouvelles le plus souvent, vont prendre en compte. Et cette maison, donc on voit là, Sciences et Vie a bien compris qu'elle faisait rêver, c'est le moins que l'on puisse dire, ce couple moderne, entre guillemets. Donc des revues spécialisées vont naître,
Les revues d'architecture continuent à taire absolument tout ce qui concerne la maison. Je vous cite une anecdote d'ailleurs un peu plus tardive, elle est de 1989, et ça concerne quelqu'un que j'aime bien et que j'apprécie par ailleurs, c'est Jacques Lucan, qui est un de nos meilleurs historiens de l'architecture. En 89, il publie un livre qui s'appelle « France, architecture, 1965-1988 ». La revue Urbanisme m'avait demandé d'en faire la critique, j'ai fait une critique louangeuse, mais je pointais quand même l'absence totale de maisons dans le livre. Et Jacques Lucan m'a envoyé un petit mot très gentil, puis il me remerciait de la critique, mais il me disait « À propos des maisons, oui, je n'en parle pas car je ne connais pas bien la province ». Sous-entendu, il y a un monde subalterne, lointain, dans lequel il paraît que l'on fait des maisons, mais tout cela n'est évidemment pas très sérieux. Bon. Donc, il y a un autre monde qui se dessine, qui aura sa presse, vous la voyez ici, qui aura ses architectes, et qui aura surtout bientôt ses sociétés spécialisées qui, petit à petit, vont faire l'économie des architectes. Alors, dans cet autre monde, eh bien, on va, dans un premier temps, construire des maisons qui sont très modestes et qui très souvent sont inspirées d'ailleurs des logeco. Là encore, les logeco, aujourd'hui, on pense que c'était uniquement des logements collectifs. Il y a eu une très grande part de logeco en forme d'individuels. C'était des plans types assez médiocres. Et les défenseurs des sites, les défenseurs des particularités régionales, les touristes vont s'alarmer de cette production architecturale qui leur paraît dénaturer les différentes régions françaises. Je vous donne un exemple, c'est Jean Mérien, que vous connaissez peut-être comme écrivain de la mer, il est toujours réédité aujourd'hui, qui s'appelait Fréminville, qui était un journaliste breton, qui avait été un membre ardent des partis autonomistes dans l'entre-deux-guerres, et qui, dans les années 1950, donc s'alarme de cette architecture, et il dit, mais on avait tout pour faire autre chose, et il rappelle cette architecture régionaliste de l'entre-deux-guerres. Il dit, une école d'architecture nous a donné la maison bretonne moderne, bien typée, le plus souvent charmante, réemployant ce matériau splendide, le granit et bien entendu l'ardoise. Que ce néo-breton soit imité en toc avec des fautes de goût est inévitable, mais parfaite ou non, cette maison convient et elle crie « Je suis bretonne ». Et donc vous voyez que là, il y a des intellectuels pour appeler ce régionalisme, mais des intellectuels de cet autre monde, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, qui ne sont pas à Paris, qui ne peuplent pas les revues qui font l'opinion, qui se cantonnent chez eux, mais qui ont une très bonne audience. Et d'ailleurs, Jean Mérien reprend le souhait de Lionel Euzet, le blâme et la louange. Il propose un projet de loi qui rendrait obligatoire le régionalisme. Eh bien, ces gens-là vont être entendus, et ils vont être entendus par un partenaire que l'on a déjà vu tout à l'heure, c'est l'État. C'est l'État qui... pardon, non, je vais trop vite... qui va monter, pourrait-on dire, au créneau pour lui aussi préconiser ces architectures régionales. Alors, la direction départementale de la construction, elle deviendra de l'équipement un peu plus tard, c'est encore les DDC à l'époque, du Finistère en 1960 est la première. Elle sera vite suivie dans toute la France par d'autres. Elle adresse aux géomètres experts, qui étaient à l'époque les concepteurs exclusifs des lotissements, et c'était dans les lotissements qu'on faisait les maisons individuelles, et donc agir sur la production architecturale des maisons individuelles, c'était infléchir les règlements et cahiers des charges des lotissements. Eh bien, en 1960, donc, la DDC envoie aux géomètres experts un cahier des charges type, dont l'article 8 dit « Les constructions seront de type spécifiquement régional ». Bon. Alors, les DDC devenus DDE vont renouveler les démarches en 67 et en 69 notamment, ce qui va avoir une influence quasi immédiate et systématique sur le territoire. Alors, une question se pose. Pourquoi, contre l'avis des architectes, l'État, à nouveau, va dans ce sens? Eh bien, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans les années 60, on voit en Bretagne de fortes pulsions identitaires qui ne sont plus le fait de jeunes militants énervés, comme on avait pu le dire pour l'entre-deux-guerres, mais qui sont le fait des élus, d'abord, qui en 50 se sont retrouvés dans le CELIB, le Centre d'études et de liaison des intérêts bretons, qui a inventé la régionalisation. Tous les élus de toutes les couleurs politiques se retrouvent, les universitaires, les chambres consulaires, les grandes associations, et définissent un projet
pour la Bretagne. Mais évidemment, alors vous voyez d'ailleurs flotter le drapeau breton qui était séditieux jusque-là, et les élus s'en saisissent, et là la gendarmerie ne vient plus les décrocher, et c'est pour ça qu'ils flottent maintenant sur nos bâtiments publics. Hein. Et évidemment, il y a toujours de la surenchère, et il va se créer le Front de libération de la Bretagne, qui va mener une campagne d'attentats tout symboliques, mais très spectaculaire, notamment le grand émetteur de Roque Trédudon qui arrosait la Bretagne de la première chaîne, la seule chaîne de télévision de l'époque. Et contre toute attente, ces attentats, même s'ils ne sont pas plébiscités, trouvent plutôt la sympathie de l'opinion. On le verra d'ailleurs lorsque le procès du FLB aura lieu. La plupart des grands élus bretons, certains sont des ministres un peu plus tard, je pense à Le Pinsec par exemple, ou à Josselin, viendront non pas justifier les actes qui ont été créés, mais expliquer qu'ils sont compréhensibles. Hein. Donc une Bretagne très agitée à ce moment-là, par des mouvements de plus en plus structurés. Eh bien, la réaction de l'État, elle va être la même qu'en 1919. On va à nouveau s'en prendre très violemment aux langues minoritaires. Aux affaires, c'est Michel Debré qui parle d'un risque de balkanisation de la République et qui décide en 1962, lorsqu'on réforme le baccalauréat, de supprimer les langues minoritaires des épreuves facultatives. Donc on s'en prend à nouveau aux différences structurelles et à nouveau on va soutenir très fortement tout ce qui apparaît comme dérisoire, les fêtes folkloriques, le paysage et l'architecture notamment. Donc le blâme et la louange. Alors, pour aboutir, une telle stratégie a besoin d'au moins 4 volets, qu'on va passer en revue si vous le voulez. Premier volet, une action continue et sans cesse plus sophistiquée de la part de l'État. Deuxièmement, un contexte favorable. Troisièmement, des circonstances appropriées. Et quatrièmement, des alliances objectives. Alors on va passer ces 4 items en revue. Une action continue et sans cesse plus sophistiquée. Je vais vous donner un exemple de sophistication. 1972, le préfet du Finistère convie tous les professionnels de la construction, depuis les architectes qui ne viendront pas, jusqu'aux entrepreneurs qui seront tous là, et les maîtres d'œuvre, comme on dit à l'époque, à une conférence qui sera donnée par Yves Moignet, second compris de Rome, architecte de l'État, conseil du département du Finistère, sur la maison bretonne traditionnelle. En 1972, le préfet pense que c'est un élément urgent que de faire cette conférence. Alors, la maison traditionnelle bretonne, là, comme s'il y en avait eu une et une seule qui aurait pu servir de référence à toute la production contemporaine. Alors, c'est une construction dans l'imaginaire, parce que cet archétype, évidemment, n'a jamais existé. Je vais vous montrer quelques photos qui vous le démontreront, bien évidemment, et je vous lis en même temps quelques phrases de cette conférence d'Yves Moignet, qui était d'ailleurs un architecte d'ailleurs très honorable par ailleurs. Il dit, Yves Moignet, « Ce qui caractérise la maison bretonne, c'est qu'elle a un toit à 2 pentes égales, à 45 degrés, en ardoise de schiste, une cheminée à chaque pignon, elle était en granit. » Bon. Au passage, il oublie les couvertures végétales, il commence à généraliser. Bon. Il parle du plan, des usages, il parle de tout ce qui aurait caractérisé cette maison. Vous voyez, elle était en granit, celle-ci, bien sûr, est en schiste, comme vous le voyez. Et il conclut en disant « Logiquement, on devrait abandonner ce type de construction et faire des constructions évolutives, dégagées de tous ces principes. Or, les constructions traditionnelles sont très chères aux Bretons, c'est-à-dire que les Bretons veulent avoir des maisons au pignon plein, au toit à 2 pentes. » Et à la suite de cette conférence, le jour même, le secrétaire général de la préfecture a distribué ce document qui ensuite a été mis à disposition des pétitionnaires dans toutes les mairies, les principales erreurs à éviter dans la réalisation d'une construction s'inspirant de la maison traditionnelle bretonne. Et chacun a compris que quiconque ne respecterait pas ces oukases, eh bien, n'obtiendrait pas son permis de construire. Alors la Bretagne n'a pas été une terre solitaire en la matière. C'est la Bretagne qui a eu le plus de points à respecter, 9. La Lorraine n'en a eu que 7. Mais toutes les régions ont eu droit à un traitement identique. Bon,
contexte favorable, disais-je, le contexte favorable, c'est le retour du refoulé. C'est le moment où, effectivement, une population qui, souvent, s'est extraite de la société paysanne, a bénéficié des bienfaits de la modernité en termes de pouvoir d'achat, qui, pour la première fois, a vu, par exemple, ses enfants faire des études supérieures, eh bien, au lieu d'être reconnaissante, et Pompidou s'en plaignait tout à l'heure, souvenez-vous, eh bien, cette population va être travaillée par un retour du refoulé. On va avoir le sentiment obsédant d'avoir trop cher payé cette entrée en modernité, et même de l'avoir payé d'une trahison, de s'être éloigné des siens, d'avoir rejeté la société de tradition, d'avoir abandonné la langue ancestrale. Et tout cela va conduire, eh bien, non plus à ces mouvements violents, même si c'est symbolique que j'évoquais tout à l'heure, mais à des revendications d'un renouement et à un appel aux racines. Et la maison va apparaître comme étant l'élément qui, par excellence, permettait d'établir ce renouement, parce que la maison, elle remue des éléments anthropologiques majeurs, hein, la terre, la famille, la propriété, mais aussi parce qu'elle appartient à un domaine que Célestin Bouglé appelait le domaine du sacré, véritablement. Mais on va revenir sur l'usage qui sera fait de cet aspect des choses. Et donc, au moment où le pouvoir d'achat le permet, eh bien, ce n'est toujours pas du côté de la maison de mon oncle que l'on va se tourner, mais toujours et davantage peut-être vers cette maison traditionnelle paysanne. Alors, les circonstances appropriées. Les circonstances appropriées, eh bien, effectivement, dans les années 60, la crise du logement commence à décroître, dans les années 70, bien sûr, davantage, grâce aux effets de la loi Courant de 53, qui va promouvoir le grand collectif. Et à la fin des années 60, l'État entend se désengager progressivement du subventionnement de la politique du logement, qui coûte extrêmement cher. Et l'idée est que l'enrichissement que l'on a constaté tout à l'heure pourrait permettre, eh bien, aux ménages d'utiliser ce surcroît de pouvoir d'achat pour se porter acquéreur sur ses fonds propres, pourrait-on dire, et non plus sur des subventions d'État, ou qui deviendraient plus modestes en tout cas, d'un logement. Mais on comprend très vite, eh bien, que pour que ce mouvement soit enclenché, il faut satisfaire le désir. Et le désir est plus que jamais du côté de la maison individuelle et nullement du côté de l'appartement. Et donc l'État va tourner Kazakh et la politique du logement qui était tournée vers le grand collectif va progressivement verser du côté de l'individuel. Je donne des claques à ce micro en permanence, je ne sais pas si le son passera correctement. Bien, alors le premier qui dit explicitement qu'on ne peut pas continuer à faire une politique du logement contre l'avis de 80% de la population, c'est Pisani, lorsqu'il est ministre de l'Équipement, et il va parrainer les villages expos qui vont se réaliser à partir de 1967 et qui montrent qu'il y a une possibilité d'urbanisme pour la maison également. Et bien sûr, celui qui ira le plus loin, c'est Albin Chalandon. Albin Chalandon, qui en 1969, ministre de l'Équipement qu'il était à l'époque, annonce l'intention du gouvernement, je le cite, de promouvoir une grande politique de la maison individuelle désormais à la portée de tous. Mais il va d'abord commettre une grave erreur stratégique, Chalandon. Chalandon, vous le savez, c'est un grand patron, il a été à plusieurs reprises dans sa carrière, avant et après son entrée en politique, et au lieu de parler d'accès à la propriété de la maison individuelle, il va parler de consommateurs dans ses discours. Et il va dénoncer les procédés archaïques qui président dans la construction, et il va, et je le cite toujours, prêcher pour un produit fini que des méthodes de préfabrication permettront de produire en grande série. Et il conclut cette intervention dans une conférence de presse en disant, alors voilà la maison préfabriquée à laquelle il souhaite une grande destinée, et il dit en conclusion, donc, il ne faut pas flatter un certain goût du passé en réalisant des constructions qui pastichent les fermettes et les petits manoirs. Et il ne comprend pas à ce moment-là qu'il prend à rebours, à rebrousse-poil, pourrait-on dire, eh bien, ce qu'est le désir pratiquement universel de la population. On va rapidement le lui expliquer dans son entourage et il va changer de discours et en tout cas le ministère va promouvoir à son tour le régionalisme pour soutenir cette politique d'accession à la propriété de la maison qui permettra à l'État de consacrer ses subsides à d'autres tâches. Alors, des alliances objectives, disais-je, évidemment, si ce n'est plus l'État qui construit directement ou par l'entremise des organismes qui produisent le logement social, eh bien, il va falloir qu'il y ait un secteur privé de la construction de la maison.
Et là, une alliance objective va vraiment se mettre en place. Pour vous en convaincre, je vais vous lire quelques phrases d'un entretien fait en 1983 avec un dénommé Assicot, qui était le directeur des Maisons de l'Avenir à l'époque. Il dit « En matière de construction, le dirigisme de la DDE a été excessivement bien assimilé, intégré par la population. Ce dirigisme artistique est une absolue réussite. Des modèles que la DDE a promus, qu'elle a réussi à faire accepter, c'est la chaumière bretonne d'origine sur laquelle on a calé nos modèles les plus courants. En somme, la production est conditionnée par ce qu'elle voit, c'est le résultat des obligations imposées par la DDE. » Bon. Donc le discours là est clair et lucide, et cela va d'ailleurs attirer l'attention d'un conseiller d'État qui a fait une grande carrière par la suite, y compris à la tête d'une banque nationalisée, c'est Mailloux, qui a été en charge, Georges Mailloux, d'une commission interministérielle sur l'habitat périurbain en 1980. Et se penchant sur cette question, il conclut « Les contrôles esthétiques n'auraient-ils pas pour objet caché de manifester une unité sociale, économique, culturelle disparue que les usages et les apparences diversifiées de l'espace ne pourraient que mettre ostensiblement en question ? Dans ces conditions, dit-il, la neutralité de l'administration n'est-elle pas mythique ?» Bon. Alors, le directeur des Maisons de l'Avenir, que j'ai cité à l'instant, octroyait tout le mérite de la manipulation, pourrait-on dire, à l'État, ce qui était une méprise. En réalité, le secteur marchand a quasiment fait l'essentiel lorsque la maison est vraiment entrée dans la sphère de la marchandise. Sphère de la marchandise, vous voyez, bon, pourquoi une petite annonce parue dans Le Monde, pourquoi ne pas vendre des maisons individuelles et vous, faut-il une formation particulière? Non, absolument pas. Votre expérience dans les marchés d'alimentation, d'automobile ou de machines est une bonne école. Bref, la maison, un produit comme les autres. Et donc le secteur marchand va s'organiser, mais avec une grande subtilité, et notamment grâce à quelques grands bureaux d'études qui sondent les reins de la population et qui travaillent aussi bien pour les grands groupes industriels et privés que pour la classe politique, notamment la Cofremca, qui a fabriqué un certain nombre des slogans d'ailleurs utilisés par M. Giscard d'Estaing. Eh bien, très rapidement, on va voir que le retour du refoulé, que j'évoquais tout à l'heure, est un terrain remarquable pour promouvoir la maison, si l'on enfonce le clou en démontrant que la maison peut permettre de se racheter vis-à-vis de ses ascendants et que l'on peut regagner le giron de la société qu'on avait imprudemment quitté. Au moment où la langue bretonne est au plus mal, on va l'utiliser de façon purement exotique. Là, c'est un numéro d'Armor Magazine, mais cette publicité sera utilisée aussi dans Paris Match. Laïta, Oti et Brobrace, Laïta, votre maison au pays breton. On ne compte évidemment pas sur la compréhension du slogan, mais bien sur l'idée que cette maison est authentiquement bretonne. Et on va voir utiliser à plein ce que l'on appelle la psychagogie, qui est la référence au man des ancêtres. La publicité va en faire son terrain d'élection. Et voilà, par exemple, un des premiers flyers qui a été distribué en France. C'est la société Maison Phoenix, qui aujourd'hui est Geoxia, cotée en bourse, qui distribue dans les boîtes aux lettres. On est en plein pendant un procès du FLB. Donc, quel avenir pour nos petits Bretons? Ça a une connotation, évidemment, liée à l'actualité. Mais vous voyez que le bateau est peint en bleu, blanc, rouge. Ça montre bien que Maison Phoenix ne donne pas du côté autonomiste. Mais surtout, quand vous ouvrez ce dépliant, voilà l'avenir promis aux petits Bretons. Leur grand-mère va ressusciter, elle portera à nouveau la coiffe bigoudaine, la campagne sera de plus en plus paisible, on retournera puiser de l'eau au puits, vous voyez que cette femme porte un seau, bien évidemment, et la Maison Phoenix viendra trouver sa place entre la chapelle néogothique sur un couchant magnifique. Bon, donc la psychagogie, deuxième exemple, Maison de l'Avenir, Maison Familiale, excusez-moi, groupe Maison Familiale, GMF, qui va acheter l'avant-première du film que Chabrol va tirer du Cheval d'Orgueil, ce récit ethnographique qui a été écrit par Père Jacques Azélias chez Plon et qui va avoir un succès fabuleux puisque 800 000 exemplaires seront vendus, un des plus grands succès d'édition, ce qui décide les producteurs de cinéma à en faire un film que l'on confie à Chabrol. Eh bien, groupe Maison Familiale achète l'avant-première pour, dit-elle, offrir la projection de ce film que tout Breton fier de son passé doit voir et au succès duquel nous voulons nous associer en tant que bâtisseurs bretons. Le siège de GMF est à Cambrai, et même ceux qui défendent l'idée d'une très grande Bretagne ne vont pas jusque-là. Mais il y a un adage qui dit « est breton qui a choisi de l'être », ça a été le cas également de M. Bouygues. Vous voyez que la maison des maçons bretons va
faire le fonds de commerce de sa publicité. Donc vous voyez, la publicité va très bien comprendre ce que sont les pulsions qui traversent la société et va les détourner au profit de cette maison. Alors, là où, si le directeur des Maisons de l'Avenir s'était trompé en octroyant à l'État ce qui revenait plutôt au secteur commercial, là où il a raison, c'est quand il parle d'absolue réussite. Évidemment, la Bretagne, comme les autres régions, va se couvrir de ces maisons, généralement sagement rangées dans de lotissement, et c'est l'image même de nos pays qui va être changée, et à un point tel qu'il y a une anecdote qui est très savoureuse à ce propos, que cette maison va devenir la véritable maison traditionnelle. L'anecdote, c'est un jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 2001, qui va prononcer l'erreur manifeste du maire de Lannilis, petite commune de la région des Abers, qui octroyait un permis de construire à une maison, et ce qui a contemporaine, disons cela comme ça, ce qui a fortement chagriné les gens du voisinage. Et le juge dit qu'effectivement, il y a erreur manifeste du maire dans l'octroi de ce permis de construire, parce que cette maison, à laquelle il a imprudemment donné un permis, par son architecture résolument contemporaine, en rupture avec l'architecture traditionnelle des quelques maisons environnantes, était de nature à porter atteinte au caractère pittoresque de ce site et à l'intérêt des lieux avoisinants. Toutes ces maisons avaient été construites entre 1970 et 80, et c'était des maisons néo-régionales, mais devenues, pour le juge même du tribunal administratif, la maison traditionnelle. Ce qu'elle est, de fait, par sa quantité et par sa présence, bien évidemment. Alors, à ce stade, on peut esquisser une sorte de théorie, si vous le voulez, des trois mouvements, pour expliquer dans le champ de l'architecture comment s'articulent les époques que l'on a vues. Ce mouvement s'ancre initialement, s'appuie sur des créations sophistiquées qui sont intimement liées à une idéologie, à portée universelle, par exemple le Domestic Revival anglais. Dans un deuxième temps, s'installe une petite série qui est l'œuvre d'architectes de moindre renommée, qui infléchissent les intentions idéologiques, qui adaptent aussi les modèles à des façons de vivre qui sont plus proches de celles de la bourgeoisie, mais aussi de gens qui, pour être peu nombreux encore, sont à forte capacité de relais d'opinion. Et le troisième âge, c'est celui effectivement de la grande série et des architectures néo-régionales. Donc il y a une sorte de valse à trois temps, pourrait-on dire, et on va même se poser la question de savoir si de tels mouvements peuvent se reproduire avec un certain décalage. Alors, pourquoi se poser la question ? Eh bien parce que si on dit que la maison est entrée dans la sphère de la marchandise, vous savez qu'un des grands principes de la circulation de la marchandise, c'est qu'il faut régulièrement dévaloriser les modèles et en promouvoir de nouveaux. Il faut réactiver le désir. Et effectivement, cette intention sera bien présente à la fin des années 70, et on peut même pointer une année, qui est 1977, où il va y avoir de formidables grandes manœuvres autour de cette question. Alors pourquoi 1977 ? Qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, elle s'ouvre par le vote d'une loi, le 7 janvier, qui va notamment créer les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Je n'en refais pas la genèse, qui a été longue et douloureuse, mais disons que lorsqu'on regarde ce qu'a été le travail dans les premiers mois de la plupart de ces CAUE, et je parle sous le regard acéré de quelques directeurs de ces organismes dans la salle, eh bien, quand on regarde les plaquettes ou les thèmes des expositions qui ont pu être réalisés, on s'aperçoit que presque tous sont partis en guerre contre les néo-régionalismes, contre la série marchande, considérée comme un déni d'architecture, mais tous se sont aussi tournés, ou tous ou presque, je généralise à l'excès probablement, se sont tournés vers la source pure, à nouveau, de Béla Bartók, sont retournés à la société paysanne en disant il y a bien une leçon à retenir là, mais ce n'est pas celle qui a conduit à cette production marchande, ce qui va conduire d'ailleurs le journal des CAUE à une grande enquête qui donnera des résultats d'ailleurs très intéressants que je ne peux pas commander, mais sur la bonne architecture régionale contemporaine. Retour aux sources, je le disais, voilà par exemple l'unique document produit par l'éphémère CAUE du Finistère, qui doit renaître de ses cendres bientôt, et vous voyez que toutes les photos, sans exception, sont des photos d'architecture ou d'environnement rural
et paysans. Et que la plupart des plaquettes qui seront produites à cette époque-là, eh bien, n'évoqueront, alors même que le propos est de parler d'architecture contemporaine, que la maison traditionnelle, à partir de laquelle on entend reconstruire véritablement la construction traditionnelle. Vous voyez, le type de construction qui symbolise notre région est avant tout légique et fonctionnel. On retrouve un langage ancien. Mais ils ne vont évidemment pas en rester là. Ils vont eh bien, sortir de l'oubli. Ah oui, non, mais attendez, avant, j'ai oublié ce passage sur lequel je veux m'attarder une seconde. Le deuxième point de 77, on va les prendre dans l'ordre chronologique, c'est eh bien, l'évolution des modalités de financement du logement avec le passage de l'aide à la pierre à l'aide à la personne. Et M. Giscard d'Estaing va aller présenter ce projet de loi, non pas n'importe où, il va aller dans le Loiret, à Orléans exactement. Pourquoi aller à Orléans? Parce que cette année-là, le Loiret, et en 76, l'année précédente, mais d'où datent les statistiques, eh bien, était le département où on a construit le plus fort pourcentage de maisons individuelles, 88%. Donc il va, à Angers, féliciter et remercier ce département d'avoir été plus vite que ses intentions. Et vous voyez qu'immédiatement après cette annonce, eh bien, évidemment, tout le système du crédit que vous avez bien connu se met en place. Le discours de Giscard d'Estaing est extrêmement intéressant parce qu'on voit très bien la stigmatisation du collectif. Il ne parle pas d'habitat collectif, mais d'habitat collectiviste, ce qu'il reprend dans la plupart des textes de ses discours. Et c'est là qu'il utilise pour la première fois un slogan forgé par la Kröpf-Remka. Il ne va plus dire « accession à la propriété de la maison individuelle », il va dire « rendre les Français propriétaires de la France ». Bon. Donc, deuxième élément, et le troisième élément, et je suis encore un peu trop rapide, le troisième élément, c'est encore Giscard d'Estaing qui, en octobre 77, toujours la même année, vient clôturer l'année à l'UNESCO par une allocution sur la politique de l'architecture qu'il entend mener, et il dit ce que doivent être les fils conducteurs qui pourraient inspirer. Et il dit, le second est celui de l'architecture naturelle, fortement liée à l'environnement et aux diversités géographiques locales. Il existait des architectures régionales qui, transposées et assimilées, peuvent ouvrir de nouvelles voies à la création. Au passage, vous voyez l'importance donnée aussi à l'environnement, comme dans CAUE. On comprend à ce moment-là que quelque chose est en train de se dessiner, qui va changer la donne, une sensibilité à l'environnement, et c'est aussi un des thèmes que les CAUE vont cultiver. Mais le secteur marchand, que va-t-il faire? Il comprend bien qu'on est en train de changer de modèle, véritablement, et qu'ils vont, dans ce monde, très rapidement comprendre que l'environnement est l'élément clé qu'il faut ajouter au régionalisme. Giscard d'Estaing n'a pas condamné le régionalisme pour passer à autre chose. Il a demandé au régionalisme de se préoccuper davantage d'environnement. Alors, on va voir ressusciter, et là souvent, j'ai parlé d'alliances objectives, des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui même ne s'aiment pas beaucoup, qui vont avoir à certains moments des intérêts communs, on va voir réveiller le souvenir de la seconde modernité. Il y a eu la modernité canonique représentée, pour prendre une icône, par Le Corbusier, par le fonctionnalisme pur et dur, puis il y a eu l'autre modernité, la modernité américaine, symbolisée par Wright, voilà sa propre maison, elle respectueuse de l'environnement, cherchant le contact avec la nature, ne dédaignant pas les matériaux locaux. Eh bien, on va réveiller le souvenir de Wright, et quand je dis réveiller le souvenir de Wright, voici une publicité Maison Phoenix. Vous voyez ? Il y a 40 ans, un architecte américain dont la renommée avait gagné l'Europe. Donc vous voyez qu'il y a une formidable réaction de la société, du monde industriel de la maison qui comprend ce qui est en train de passer et qui comprend qu'on change de registre. Ce ne sera plus le domestic revival, ce ne seront plus les styles nationaux qu'on a évoqués tout à l'heure, ce sera la modernité, le naturalisme moderniste, comme on dit aujourd'hui. Et toujours avec l'aide bien involontaire, encore une fois, pas de collusion, des CAUE, on va exhumer pratiquement de l'oubli, parce qu'ils avaient fait partie de cet autre monde que les revues parisiennes ne regardaient pas véritablement avec intérêt, ces architectes français qui, dans différentes régions, justement, adeptes de Wright qu'ils étaient, avaient développé un naturalisme moderniste et des écoles régionales, souvent de grande qualité. Vous voyez ici en Bretagne une maison de Bernard Kiouette, par exemple. Et on va, à ce moment-là, eh bien, penser qu'un secteur marchand est capable, à partir de ces deux ingrédients, d'inventer le troisième, qui est la grande série. Mais
74, choc pétrolier, 80, départ de Giscard d'Estaing, arrivée de Roger Quillot au ministère de l'Équipement. Roger Quillot était l'homme des HLM et du collectif et du locatif. Il donne un article au Monde dès son arrivée pour dire que c'est fini, que la maison individuelle était un rêve, une illusion qui avait été développée par le régime précédent. Et crise économique plus position politique et idéologique, eh bien ce troisième étage, pourrait-on dire, ne va pas advenir dans la foulée. Alors on peut se demander où nous en sommes aujourd'hui, ce sera la dernière partie de mon exposé qui est un petit peu long. Quand le réveil aura-t-il lieu ? Le réveil aura lieu en 93 exactement, et 93 c'est le prêt à taux zéro, pour prendre quelque chose qui parle à l'imagination. C'est en 93 que la maison individuelle va progressivement reprendre l'avantage sur le collectif, ce sera acquis en 95 au niveau national, car dans les périodes de crise, on sait mieux soutenir le collectif que l'individuel, et donc systématiquement, c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, le collectif regagne des parts de marché par rapport à l'individuel, et dès qu'il y a une embellie économique, c'est l'inverse qui se produit. Donc en 93, que se passe-t-il ? Il y a deux choses extrêmement nouvelles. La première, c'est que l'État s'est évanoui entre-temps. La décentralisation fait que les DDE sont devenus des organismes très peu puissants, que les subdivisions n'ont plus de rôle pratiquement, enfin dans notre domaine en tout cas. Donc de cette alliance entre l'État et le secteur marchand, il y a un partenaire qui a disparu, c'est l'État. Bon. Et puis il y a un autre élément, c'est que la publicité ne se fait plus par les mêmes canaux. Internet a été inventé entre-temps et toutes ces sociétés ont des sites dorénavant. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une période extrêmement brouillée, quand petit à petit le marché de la maison individuelle repart. On voit des sociétés proposer des maisons néo-régionales à l'ancienne. On en voit proposer aussi ces maisons néo-régionales qui devaient faire le troisième étage en 77 et qui n'avaient pas pu advenir à ce moment-là. On voit apparaître le bois, par exemple, on voit apparaître les verrières qui sont à l'époque systématiquement assimilées, le plus souvent bien à tort, à un chauffage solaire, enfin l'idée que l'environnement est mieux servi. Et puis, on voit aussi, pendant une brève période, une sorte de post-modernité, de maisons qui profitent, entre guillemets, de l'absence de contrôle systématique de l'esthétique au niveau du permis de construire, de l'absence pratiquement de règlements qui se délitent dans les de cahiers des charges dans les lotissements, et on voit des maisons extrêmement disparates se construire côte à côte. Mais le retour à l'ordre va intervenir pratiquement exactement en 2002. Vous voyez, 77-2002, il y a des dates qui véritablement marquent. 2002, c'est le surgissement du développement durable dans le discours ordinaire. Bien évidemment, le terme est apparu, vous le savez, dans le rapport Brundtland en 1987, mais c'est en 2002 que les choses se font, notamment grâce à l'écho qui est donné au sommet de Johannesburg cette année-là, et l'expression devient extrêmement familière à tous, et le secteur marchand va avoir l'idée d'exploiter un nouveau retour du refoulé, celui qui consiste à regretter amèrement de s'être livré au saccage irréfléchi de la planète, et il y a l'impératif d'une réaction et presque d'une rédemption, pourrait-on dire. Pour la maison, ça pose un problème, parce que toutes ces sociétés sont bien persuadées que les éléments thermiques seront les éléments majeurs, et que cela va surenchérir le coût des maisons, et que le pouvoir d'achat se tassant, voire régressant pour certains, il ne sera pas possible de répercuter ces prix. Donc on va diminuer la surface des maisons dans un premier temps, et puis ça ne suffira pas. Dans un deuxième temps, on va les dépouiller absolument de tout élément de décor, et on va agir, donc utiliser, il n'y a pas d'autre mot, cet autre retour du refoulé. Et vous voyez que les publicités ne vont plus, cette fois-ci, celle-ci est récente, c'est le fait de Trécobat, 4e constructeur français de maisons individuelles. On ne va plus vous chanter les louanges de la société de tradition, ce n'est plus ce retour de refoulé que l'on exploite, on va, voyez, vous dire absolument BBC, étant bien entendu que le public est censé savoir que cela signifie bâtiment basse consommation, et les dernières publicités, d'ailleurs, de ces 15 derniers jours, c'est absolument RT 2012, vous voyez que le jargon administratif, réglementation thermique 2012, fait son entrée, et donc en allant vers cette maison qui, vous voyez, d'une simplicité étonnante, un cube avec des percements parcimonieux, eh bien vous achetez votre label d'éco-citoyen. Ce n'est plus le renouement avec la société de tradition, c'est le renouement avec la raison qui vous fait respectueux de l'environnement, de l'avenir de vos enfants et de ceux de la planète.
Donc la bonne maison, désormais, est ascétique, dépourvue de tout élément superflu. C'est ce que j'appelle quelquefois méchamment la maison thermos. Alors, dans le domaine de la grande série, on le voit, c'en est fini du régionalisme. Bon, en conclusion, une question, est-ce que c'en est fini des différentes déclinaisons du régionalisme dans tous les secteurs? Alors, je ne le crois pas. Il y a un urbanisme qui s'auto-baptise doux, qui est en train de se développer, qui est souvent héritier du New Urbanicisme américain, qui refait grand usage d'un certain régionalisme. Alors on peut se souvenir d'ailleurs que cette tendance qui aujourd'hui est présentée comme américaine est partie d'Europe. C'est François Spoerry qui, en faisant comme en 1962 Port-Grimaud, a été le premier à mettre en scène à une échelle considérable cette idée que nous avions tout à gagner pour retrouver la capacité de vivre ensemble, pour reconstruire l'espace public, que nous avions tout à gagner non seulement aux morphologies urbaines des architectures ancestrales, mais même à leur allure architecturale. Alors il va y avoir de grands défenseurs de ces idées ces dernières années, Maurice Culot en France et en Belgique, par exemple, qui a été directeur d'un des départements de l'Institut français d'architecture, les frères Krier, Robert et Léon Krier qui est l'architecte du Prince Charles, qui construit une ville, Poundbury en Angleterre, qui est intégralement régionaliste, qui doit être plus authentiquement vieille Angleterre que l'étaient les authentiques vraies villes de la vieille Angleterre. Et on a vu revenir d'ailleurs progressivement, avant même ces derniers mois ou ces dernières années, cette tentation du régionalisme dans l'habitat de loisirs. Voilà par exemple une œuvre de jeunesse d'un architecte qui est un des plus gros cabinets français actuels et que vous verrez sur cette scène dans quelques semaines, qui est Peter Diener. Enfin, il s'appelait Peter Diener quand il a fait cet ensemble, il s'appelle Pierre Diener dorénavant, car il est suisse. C'est un ensemble à Port-le-Croesti, dans le Morbihan, qui a obtenu très rapidement, d'ailleurs, l'aval non seulement des vacanciers, mais de la population locale, qui se reconnaît dans cette architecture pittoresque, qui a été faite en 1979 et qui a d'ailleurs très bien vieilli. Mais voilà quelque chose de beaucoup plus récent, toujours de Pierre Diener. C'est pour Villages et Vacances, dont il est l'architecte quasi exclusif. Voici des maisons construites il y a quelques mois dans le pays bigoudin et qui montrent bien que le régionalisme, tel le phénix, renaît toujours de ses cendres. Je vous remercie.